dans un petit lieu où on n'a pas très chaud, mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est un moment qui est assez rare finalement, et puis qui tombe très bien parce qu'on vient d'ouvrir la galerie depuis déjà 2 mois. Une galerie qui présente des artistes de tous horizons, dont un petit clin d'œil aux artistes contemporains de la Caraïbe. Notre ambition, c'est de faire un vrai travail de promotion à notre échelle, mais surtout de pouvoir aux artistes et de leur permettre d'entrer ou de s'élever dans le marché de l'art. Donc de grands projets pour une petite galerie iconoclaste. La galerie, c'est aussi une galerie en ligne, donc qui vous permet d'acheter des œuvres directement sur le site internet. Et puis notre showroom, c'est un espace convivial où on essaye de faire tous les 1 mois et demi un vernissage pour présenter un nouvel artiste. Notre ambition, c'est surtout aussi de casser avec l'idée de la galerie froide et très élitiste qui ne permet pas finalement de vraies relations entre les collectionneurs, les amateurs d'art et les artistes et la galerie. Et donc cet espace-là nous permet de reconsidérer les relations entre nous. Bon, avant de... Peut-être la première des choses, il faudrait que je remercie la galerie Maëlle de m'avoir invité là ce soir. C'est un petit peu embêtant qu'il n'y ait pas de chauffage, mais c'est pas grave. Hein. Bon, dans un petit moment, on aura chaud. Nous sommes un petit peu côte à côte, je pense que c'est une bonne chose. Et je remercie Sylvie aussi parce que j'ai rencontré Sylvie très rapidement, elle m'en a parlé, mais si je savais que je vais parler en public, peut-être que j'aurais décliné l'invitation quelque part, mais en même temps, je pense que c'est un petit moment, sachant que j'ai à côté de moi Patrick qui va me remonter un petit peu. Ça m'a permis aussi hier de rencontrer des étudiants, quelque part, avec Patrick. Donc j'ai un petit peu défloré, je dirais, l'exposition, mon discours de ce soir, si on peut parler de discours. Donc je sais que tout le monde m'attend sur la question du vivant. Patrick était très content en même temps. Déçu certainement de ne pas aborder, mais c'est un versant quelque part du vivant, et ça ne veut pas dire que demain je sens poindre les questions éthiques et morales sur la question du vivant, surtout aujourd'hui. Alors ça arrive à un moment où c'est quand même, je dirais, un grand virage de mon travail. Bon, je suis habitué au virage, mais celui-là, je pense qu'il est un virage déterminant quelque part, un virage déterminant. Donc ça suppose aussi qu'on fasse je dirais un grand parcours dans le travail, puisque cette question du vivant, c'est en écrivant le petit texte pour annoncer l'exposition que, comment dirais-je, la question du vivant, je l'ai trouvée véritablement centrale. Donc, on se fait des escaliers ou pas? On se fait des escaliers? Donc, cette question du vivant commence à partir du moment où je vais, je dirais, m'inscrire dans un véritable travail d'artiste, puisque moi j'ai commencé tardivement, je dirais, je crois vers 40 ans. J'ai mené mes études principalement à Paris, et lorsqu'on retourne au pays, et j'étais à l'époque très engagé politiquement, et je suis certes toujours engagé, mais je dis autrement, je ne suis plus un militant, j'apporte ma contribution d'artiste, d'autant plus que la question, je dirais, de l'esthétique et de l'éthique sont des choses aussi importantes pour moi. Donc, le début du travail, quand j'arrive dans mon petit pays,
où on ne parle pas d'art contemporain. Il y a quelques artistes qui sont les précurseurs, qui ont été, je dirais, les gens qui nous ont entraînés. Je pense à René Corail, je pense à tous ces gens-là qui m'ont précédé. Je pense au groupe Négro-Caraïbes avec Larouché, Lénon, Jansin, qui a été quelque part aussi le premier groupe structuré, je dirais, d'artistes là-bas. Et arrivé au pays, je vais aller un petit peu vers, pour me faire des idées, vers l'artisanat, et je vais faire des robes, je vais fabriquer des robes, je vais monter une entreprise. Et donc j'ai 2 boutiques et ça m'a donné le temps de réfléchir. Et je crois qu'un petit peu tous les amis qui ont fait des études avec moi à Paris, un petit peu, pas divergué, mais un peu circulé, regardé, accepter, rejeter cet enseignement parce qu'il faut se construire soi-même. Et donc, après ça, je vais fonder dans les années 85 le groupe Fromager. Ce groupe avait comme ambition, quelque part, de promouvoir ce qu'on appelait à l'époque une esthétique caribéenne. Une esthétique caribéenne, dans ce croisement de l'Afrique, dans ce croisement de l'Inde, de ce croisement de l'Europe, dans ce croisement du monde, et de produire 2 œuvres. Nous avons produit, je dirais, une grande réflexion théorique, mais je savais que je ne serais pas resté très longtemps dans ce groupe parce que ce retour, moi qui suis allé vers un retour vers, je dirais, vers l'Afrique, dans le fondement même de mon travail, il y avait chez moi ce qu'on appelle une Afrique rêvée. Parlant d'Afrique rêvée, je me souviens quand j'avais 9, 10 ans, 8 ans, j'étais en pleine campagne, torse nu, les pieds nus, et j'allais souvent à la chasse. Et je m'étonnais quelque part de ne jamais rencontrer ni un lion ni un éléphant. Et donc cette Afrique rêvée, elle était là, j'étais baigné dedans et je ne comprenais pas pourquoi noir dans les forêts minuscules, et mon père en avait une, et je ne comprenais pas pourquoi je ne rencontrais pas, je dirais, ni éléphant ni lion quelque part. Et donc très rapidement, je me suis senti un petit peu mal à l'aise. Alors, bien que les questions d'identité étaient centrales, mais surtout cette identité à racine unique, et donc je me sentais très mal dans ce groupe. Donc j'y étais, mais j'avais un petit peu un pied dehors. Et en 1989, je vais rompre avec le groupe et je vais publier un manifeste de manière à la fois rassembler de jeunes artistes qui étaient un petit peu dans l'attente et je vais véritablement commencer à peindre. Dans toute cette période du groupe Fromager, je crois avoir peint une vingtaine de toiles au total, avec comme motif central tout ce qui est totémique. Et le problème qui se posait, c'était pratiquement faire de l'art, mais dans des programmes préétablis quelque part. Et je sentais que, comment dirais-je, quand je quitte la France, bon, c'est les années 72, j'ai vécu les années 60, 68 à Paris, c'est l'effervescence de l'art contemporain qui m'a beaucoup marqué. Et donc, je vais rompre avec ces programmes et je vais, dans ce manifeste, revendiquer justement le droit, à la fois, non seulement par rapport à l'accession du marché, mais celle de ma liberté de penser, mais celle d'introduire de nouveaux médiums, celle de l'autre question aussi, celle d'introduire aussi des problématiques artistiques qui soient liées à la fois au grand, au petit contexte, cher à Édouard Glissant et à Patrick. Et donc, je vais naviguer autour de cette idée centrale et je vais développer pour cette année 1989 une exposition extrêmement importante qui s'appelle Mythologie de la Lune. Et en 8 mois, j'ai peint à peu près 120 toiles de grand format. C'était une folie. J'avais même des doutes vis-à-vis de moi-même parce que je produisais énormément et quand les choses sortent aussi facilement,
on se dit il y a un problème, c'est pas très sérieux, pourquoi ça, et ça sort trop facilement. Et ma grande expérience de la liberté a commencé là. Et je vais rompre avec, parce que tout mon travail, finalement, c'est une succession de ruptures dans une certaine continuité, puisque chaque période précédente va venir nourrir, je dirais, la suivante. Et donc, cette période de la mythologie de la Lune était une période... La Lune, c'est quelque chose de très important, véritablement, chez nous, mais aussi interrogeant. Je commence à m'interroger sur ces grandes questions métaphysiques, en sans poindre la question, je dirais, du vivant, celle de la mort. Parce que, je veux dire, c'est quelque chose, c'est pas seulement difficilement acceptable. Le problème, c'est de se dire, bon, pourquoi naître et pourquoi mourir? Et donc, ça a commencé véritablement à me tarauder et qui va parcourir, je dirais, tout mon travail de peinture, puisque lorsque je vais rompre avec cette période de la mythologie de la Lune, je vais passer à une période grise. Et là, je vais développer aussi, je crois, une centaine d'œuvres autour de ce problème central. Mais en même temps, ce qui était important, c'est que je ne me suis jamais considéré comme un peintre. Je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui apprend la peinture au fur et à mesure que je peins. Et c'était ça ma grande préoccupation, d'apprendre à peindre. Parce que on ne peint jamais très bien, on n'est jamais satisfait, on revient à l'ouvrage, je dirais, à nouveau. Et j'étais très attentif au développement, au déroulement même de ma pratique et en même temps de cet apprentissage. Et après, je vais passer à une période qui était la période noire. La période noire, la période de la mythologie de la Lune a été une période, je dirais, extrêmement mouvementée, une peinture très dramatique où, je dirais, la question du corps était peinte de manière très, très violente, très puissante. D'ailleurs, je me souviens de ces travaux-là, où le pathos était extrêmement important dans ce travail de la mythologie de la Lune. Et suite à cette grande série, je vais passer à la série grise, je vais passer à la série noire, et enfin, la période blanche. La période blanche, c'est un moment, je dirais aussi assez magique, et pour moi, peut-être le plus important que la mythologie de la Lune. Je crois qu'il connaît la mythologie de la Lune, que je sais comment ça a été important. Et là, je trouvais que j'avançais véritablement dans la peinture, et je vais commencer à interroger ce moment où le corps lui-même, ce corps mort, il va commencer à se liquéfier. Et donc c'est pratiquement une espèce de peau sur la toile, mais qui est faite uniquement de dégoulinures. Et je me souviens quand Kundera est venu dans l'atelier, il m'avait dit une petite phrase qui était bien: est-ce que ce sont les anges qui sont venus pisser la nuit sur tes toiles? Et vraiment, c'est comme ça. Et comment ça part? Parce que j'observe beaucoup ce qui se passe aussi dans l'atelier. Et en fait, quand je peignais sur le mur sur lequel étaient posées les toiles, toutes ces dégoulinures ont fini par créer des surfaces. Et avec une espèce de musicalité, une espèce de poésie. Et je pars de ça pour cette période blanche qui va donner à peu près 200 toiles et sur lesquelles il y a eu beaucoup de textes. Patrick, Kundera, je crois que même tu as mis quelques mots aussi sur ce travail de peinture. Et chose terrible, je sens bien qu'il y a là une difficulté. Ma peinture, elle reste quand même collée au modèle occidental. Non pas il faut avoir un rejet, mais l'intégration et ma part personnelle, mon apport personnel, à mon avis, n'est pas suffisant. C'est-à-dire que je n'arrive pas à trouver ce que je pourrais appeler une singularité d'artiste. Et c'est ça aussi pour un artiste qui, à mon avis, est capital. Il ne s'agit pas de mimer l'art contemporain, de mimer la peinture, il s'agit de trouver, de se frayer un chemin, de trouver ce que je dirais une voie personnelle. Et malgré tout ce qui a été dit, donc je décide de rompre avec ça. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et quelqu'un, pour revenir à Kundera, il me reçoit à Paris et il me dit: écoute, j'ai appris que tu veux arrêter la peinture.
Je lui dis oui, j'arrête la peinture. Il me dit écoute, c'est un suicide parce que je trouve que tu es un excellent peintre et je te suis et j'ai envie d'écrire sur ce travail. Je dis écoute Milan, je n'ai pas le choix, il y a des suicides qui sont salutaires. Donc à partir de ce moment-là, un beau jour, je sors de l'école des Beaux-Arts qui est située dans un ex-hôpital et je tombe sur un stock de radiographie. Et donc je prends une radiographie et je me dis ok, voilà, moi qui questionne le corps, maintenant je vais questionner justement ce qui n'est pas de l'ordre de l'apparence, mais l'intériorité donnée par la radiographie. La radiographie, c'est, je dirais, un matériau, un médium terrible et difficile parce que avant tout, c'est un médium qui est scientifique, je le disais hier, qui est scientifique, où il n'y a pas de place pour la sensibilité, c'est le lieu du diagnostic lui-même. Et ça m'effraie un peu, et comment je vais l'attaquer? Je vais l'attaquer en travaillant au pastel et en peignant sur les radiographies. Et là, je sens bien qu'il y a ce qui s'appelle une espèce de redondance. Il y a des choses qui sont flatteuses, mais qui, quelque part, me ramènent à la peinture. Donc, je vais commencer à introduire des signes, mais non pas des signes, je dirais, que l'on retrouve ni chez les Amérindiens, ni chez les différentes tribus, quel que soit l'endroit. Et je vais m'évertuer à utiliser des signes qui sont plus proches des signes mathématiques, des plus, des moins, ce que je vais commencer à mettre sur ces radiographies. J'utilise à ce moment-là des petites gommettes que je vais installer dessus. Et là, je vais découvrir une espèce de parcours de la géographie de l'intérieur de ce corps-là. Et là, à mon avis, c'est cette nouvelle aventure avec le signe qui va apparaître. Et donc, j'entame, si vous voulez, à la fois ce que je cherche, un langage, une nouvelle poésie, une nouvelle poétique du signe qui m'est assez particulier. Et au fur et à mesure que je découvre, que je développe ce travail, il me semble qu'il y a des perspectives, mais qui sont difficiles à saisir, parce que, vous savez, quand on travaille là-bas, on n'a pas de critique, on n'a pas de théoricien, on n'a personne, et même les artistes sont un petit peu à l'écart de moi. Et donc je vais véritablement continuer ce travail de signes et de petites surfaces. Et au fur et à mesure, je vais développer des grands panneaux. Je vais accoler. Alors ce que je dois vous dire aussi, c'est que mon atelier, il est constitué à l'époque comme une chambre d'opération avec un immense cialytique avec toutes les lumières. Et là, je vais travailler avec des outils de chirurgien et pour moi, ces grandes surfaces étalées sur la grande table de l'atelier sont avant tout une chirurgie sur les corps. Et donc, ces petites gommettes vont devenir comme une espèce, ce que j'appelle une suture. Et donc, je vais suturer, je dirais, cet ensemble de cette radiographie. Et c'est là que je commence à penser à Édouard, que je ne connaissais pas encore physiquement, mais une petite partie de son œuvre. Et je vais commencer à recevoir des radiographies de la Guadeloupe, de la France, de différents pays. Et je m'imagine ça comme, dans ce voyage des radiographies, comme une espèce de transhumance de ces radiographies qui vont arriver à la Martinique. Mais ces radiographies vont arriver avec ce que j'appelle des images de paysages, des images de lieux. Et chacune des radiographies transporte, je dirais, toute une réalité de ces différents lieux. Et donc, ils vont commencer à se mouvoir véritablement de l'atelier. Et quand je travaille en aplat, quand je termine une œuvre, c'est comme si je vais terminer une chirurgie sur un corps que après je vais redresser sur la forme véritablement du tableau. Et là, je vais continuer tout doucement, mais l'atelier, les choses s'accumulent dans l'espace. Et là,
Je vais penser là encore à Édouard Glissant quand il parle de la question de l'étendue et de la profondeur. Et c'est là que je commence à voir la question de l'étendue et de la profondeur dans cet atelier à travers la transparence des radiographies. Et doucement, je vais à ce moment-là basculer dans une approche, je dirais une approche timide vers la sculpture. C'est important de dire ça, l'approche timide, parce que je ne suis pas un artiste, je dirais, aussi cérébral qu'on le croit, c'est-à-dire n'ayant pas de mouvement artistique important en Martinique. Je me dois de fonder ma propre théorie quelque part au fur et à mesure que je travaille. Ça demande des arrêts sur image pour réfléchir, pour écrire. Et à ce moment-là, quand je m'aperçois, je commence à comprendre que je dois passer par le volume pour pouvoir avancer. Donc je commence avec des radiographies très simples, des tentatives de volume, des choses dans l'espace. Et je sens bien qu'il y a quelque chose de très fort et de très important qui commence à se passer, parce que tout autour de moi, les gens qui voient ce travail le trouvent quelque part étrange dans ce paysage. Et là où c'est important, c'est que l'espace devient, je dirais, primordial pour moi. Des expériences que j'avais déjà commencé à mener dans la peinture d'ailleurs, parce que je n'ai jamais accepté, je dirais, d'une part, la perspective de la peinture occidentale, je n'ai jamais accepté non plus la peinture frontale, non plus. Et là, je vais mener un certain nombre d'expériences dans la peinture, justement, pour, tenter de joindre la vision égyptienne, quelque part, et toute la vision occidentale, et pour trouver une voie. Et là, je vais mener des expériences, je vais faire des coffrets avec des miroirs qui, chaque fois qu'on met un objet face à ce coffret miroir, va me donner justement un espace véritablement important qui va renforcer justement mon idée de la sculpture. À ce moment, jusqu'alors, il y a dans ce travail sur la radiographie, je dirais une dimension un petit peu presque mystique, avec tous ces signes qui parcourent. Et je sens que là, il y a aussi un chemin qui me mène vers une espèce d'enfermement qu'il faut absolument éclater. Et doucement, je vais quitter ces signes et je vais commencer à construire, je dirais, d'immenses figures. Faites, je dirais, des fois, il y avait 10 000 gommettes sur un ensemble radiographique. Et à ce moment-là, commence à poindre ce que je pourrais appeler cette grande liberté de la création qui m'intéresse. Parce qu'en fait, quel est le problème qui se pose ? Mon pays est un petit peu, face aux questions identitaires, je considère un petit peu la Terre a un centre de gravité. Tout ce qu'on lance redescend vers ce centre de gravité. Et si on ne fait pas attention, il faut s'extirper véritablement de ça. Et c'est seulement dans cette liberté de création qu'on peut justement réussir, je dirais, à s'extirper du lieu. Parce que le lieu, il est prégnant. Le lieu, il compte lorsqu'on fabrique, parce que souvent on fabrique par rapport à son lieu, par rapport aux gens qui vont voir. Et il faut se déterminer justement à construire une œuvre qui échappe à ce que souhaitent voir véritablement les gens. Et c'est pourquoi, je dirais, tout mon travail, c'est, vous allez voir quand on va arriver tout à l'heure sur cette partie du vivant, c'est tout l'effort pour sortir de cette espèce de centre de gravité. Et là, à ce moment-là, la question du contexte devient fondamentale. Et c'est là que je vais commencer à interroger des littéraires, des peintres de l'extérieur, qui vont m'apporter, je dirais, cette nourriture, cette espèce de brassage pour véritablement développer mon travail. Et enfin, je vais tomber, chose extraordinaire, mon atelier, il est grand et petit à la fois.
tout simplement parce que je suis un dévoreur d'espace. Et je vais squatter. Monsieur que je suis va squatter. Et c'est pas évident pour moi de squatter parce que c'est un petit pays, on ne squatte pas comme ça. Et squatter, il y a plein de choses derrière le mot squatter. Et je vais squatter une vieille usine et j'aurai un atelier de 1200 ou 1300 mètres carrés. Et du coup, cet espace va beaucoup influer véritablement sur mon travail et l'accès au corps tridimensionnel de la sculpture va devenir pratiquement évident pour moi. Et à ce moment-là, comme un fou, je vais travailler dans cet atelier qui est assez particulier parce que c'est un atelier délabré, il pleut quelquefois, il y a des feuilles de tôle qui bougent, vous sursautez, et j'arrive même à travailler la nuit et j'apporte des lampes à pétrole, à gaz, et je travaille là-dedans, et chaque bruit vous font sursauter, sauf qu'à un moment donné, je commence à m'y habituer, ça fait partie, je dirais, de mon ensemble. Mais en tout cas, je crois que ça a été véritablement salutaire pour mon travail, et là va commencer véritablement mon travail de sculpteur. Mais il va commencer comment? Il va commencer parce que, dans ce que je disais tout à l'heure, cette espèce d'observation constante de ce qui se fait tout à côté de moi, je vais commencer des petits volumes, mais très timides, et puis un beau jour, les choses restent accrochées à l'établi, s'entremêlent, etc. Je me dis, mais ciel, tu réfléchis, voilà, tout est là. Et à partir de là, une nouvelle exploration commence pour moi. Parce que la notion d'exploration, je crois que c'est fondamental pour un artiste. Et moi qui arrive, je prends tous les risques de travailler avec un nouveau médium, c'est-à-dire de commencer à zéro. Le champ exploratoire, il est pour moi immense quand je commence ce travail de sculpture. Et les signes, à ce moment-là, vont disparaître. Je vais revenir avec de la couleur et je vais introduire, je dirais, du vivant, puisque je vais introduire de la photographie, des yeux, je vais introduire des seins, je vais introduire des sexes dans ce travail. Et donc, cette libération, elle continue, je dirais véritablement. Et là, je vais faire une œuvre qui, à mon avis, est importante, bien que le titre de cette œuvre me dérange maintenant, mais que je vais appeler Tribu perdue. C'est un ensemble de sculptures suspendues, avec uniquement des radiographies, de la photographie, dedans et de la couleur. Ça a été une œuvre, je dirais, majeure que j'ai exposée à la Biennale de Cuba et que j'ai montée 2 fois à la Martinique. Donc le travail de sculpture, je crois qu'il est à ce moment-là définitif. Toute dimension, je dirais, magique quelque part a totalement disparu. Et là, je me sens libre, je me sens maintenant entre guillemets, un sculpteur, je dirais, accompli, entre guillemets, de la mesure où j'ai réussi à atteindre ce premier objectif lui-même. Et là, je vais continuer ce travail de sculpture tout en interrogeant le corps. Et il y a à peu près une année, je me dis absolument, il faut sortir de cette sculpture, non pas que le noir, puisque Soulage a fait des choses extraordinaires avec le noir, mais la présence même, je dirais, de la radiographie, elle est prégnante. Et je me souviens quand Édouard montrait dans l'atelier, il m'a dit, écoute, je reste 2 minutes, mais je redescends tout de suite. Et je me souviens à l'émission de France Culture, ils étaient venus filmer dans l'atelier, et cette dame, elle est tombée pratiquement dans les pommes, parce que ces radiographies, elles renvoient à la notion de mort très fortement, à la notion de maladie. Donc il y a, non pas mon propre pathos, mais il y a une charge extrêmement forte dans ce travail. Et toute la réflexion que j'ai menée pendant toute cette longue période, c'est comment finalement quitter ce territoire de la mort, en tout cas, même si je ne le quitte pas totalement, mais comment aborder les choses autrement. À ce moment-là, je me dis qu'il faut passer à la couleur, il faut délaisser la radiographie comme médium central pour trouver d'autres solutions. À la fois des solutions plastiques aussi, parce que les solutions plastiques, elles sont importantes, il faut les créer, il faut les inventer. En même temps, dans ce grand chambardement de l'art contemporain, il faut éviter d'entrer dans ce que j'appelais cette espèce de légèreté de l'art contemporain
des choses qui sont conçues pour le marché. Et ça a été toujours cette espèce de fil conducteur pour moi dans mon travail. Et il y a à peu près un an, je vais arriver à rompre avec cette série et je vais commencer la couleur. Mais je commence la couleur comment? Thierry Coët vient il y a 2 ans, 3 ans dans mon atelier et nous continuons nos débats que nous avons depuis 15-20 ans. Et la question de la couleur, il m'appuie de ce point de vue-là. Il m'envoie même des matériaux à la Martinique par la poste que je reçois. Et je sens bien qu'il y a un passage qui va se faire. Je ne sais pas, mais je me dis je vais expérimenter. Je vais expérimenter. Et les premières pièces qui sortent, je vais les sortir, mais en pensant à ce qui se passe au printemps arabe notamment. Et je vais sortir 15 pièces dans une installation. Et ces 15 pièces, je ne vais pas les appeler des écorchés, je vais les appeler, on va me revenir, corps à vif. Corps à vif. Et là, il y a des lambeaux de couleurs qui sont extrêmement agressifs. D'ailleurs, il y a une au fond. Et ça va modifier en fait tout mon travail de découpe et toute cette manière aussi de construire la sculpture. Et je vais rentrer dans ce que Édouard m'a appris aussi, cette notion de complexité. La complexité de l'œuvre. Et l'œuvre la sculpture va devenir extrêmement complexe. Peut-être même un petit peu baroque, mais là aussi j'aime bien ce retour encore à Édouard, je l'écoutais beaucoup d'ailleurs. Et il disait du baroque, pour l'opposer à la science va directement aux choses, le baroque l'approche par circonvolution. Et j'ai bien aimé ça. Et donc j'ai continué dans cette voie de la sculpture un petit peu chargée, et jusqu'au moment où le nouveau pas va être franchi et je commande une machine pour fabriquer mes propres radiographies. Et c'est à ce moment que cette question du vivant devient, à mon avis, centrale. Parce que sous mes yeux, il se passe quelque chose que je suis obligé d'analyser parce que je vais donner à cette rupture et ce qui se passe sous mes yeux dont je suis le premier témoin, c'est de voir que la sculpture, elle change. Elle acquiert en légèreté, elle acquiert en espace, les pièces acquièrent en autonomie, en même temps ce sont des pièces qui sont faites pour être vues ensemble, et c'est là où mon côté de plongeur sous-marin est extrêmement important, c'est que ces petits ensembles, je les considère un petit peu comme des bancs de poissons. Des bancs de poissons, quand vous les rencontrez dans l'eau, vous avez 7 millions de sardines qui arrivent comme une espèce de masse. Et non seulement il y a une espèce de beauté, mais on prend véritablement la notion de force de ces choses toutes petites et qui va, je dirais, influencer mon travail. La question du vivant, comment je la pose? Je la pose très, très différemment. Je me suis posé des questions sur la mort, sur la vie, sur la nécessité de la vie, sur la préciosité de la vie. Mais je me suis toujours demandé, lorsque les planètes étaient vides, notamment la nôtre, qu'est-ce qui se passait? Comme si la planète en tout cas, Terre, avait besoin du vivant comme témoin et pour que lui-même puisse vivre quelque part. J'imagine mal la Terre sans homme. Quelle serait sa fonction finalement? Ça c'est dans l'imaginaire de l'artiste. Et à ce moment-là, je me dis, je peux attaquer la question du travail artistique par cette question-là. Elle est importante parce que je n'ai aucune position éthique, aucune position morale. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Comment là encore m'efforcer de me libérer en tant que créateur, non seulement par rapport au lieu, mais il y a des artistes, moi quand je peignais, c'était une demi-bouteille de whisky parce qu'il fallait se libérer son geste, etc. Et puis il y a l'usure de cette chose-là, et je me dis non, ça ne peut pas continuer comme ça. Et à ce moment-là, il faut, je trouvais, je dirais, les fondements d'un travail qui me permettent de me libérer totalement.
Bon, à 68 ans, on se dit, bon, il y a un moment donné où on commence à avoir une espèce de sérénité dans le travail véritablement. Et cette question du vivant, je vais la poser de la manière suivante. Je me dis que la planète existe, mais il y a l'infiniment petit, où je sais pas, même des cellules, les atomes, les scientifiques qui sont là peut-être me diront, mais ces petites choses qui ne sont pas encore la vie, mais qui aspirent à la vie. Et dans cette aspiration de la vie, je vais comparer ça exactement au travail de l'artiste lui-même. C'est-à-dire que l'univers, là, est en train d'agir comme un artiste. C'est-à-dire que de cette multitude de petites choses infiniment petites, va surgir, dans l'apparition du vivant, une diversité, je dirais, d'espèces. Il y a des espèces qui vont disparaître, il y a des espèces qui vont bifurquer, il y a des espèces qui vont venir en arrière, des espèces qui sont des espèces grossières, il y a des espèces qui meurent, mais en tout cas, je m'imagine qu'il y a une frénésie de la vie et c'est ce même processus. Et je pense même qu'il y a, s'il y avait des témoins, je suis sûr qu'il y a une poétique, une poésie de tous ces grands moments où la vie va apparaître, quelque chose d'insaisissable. Hier, Patrick disait que l'art, justement, montre ce que le réel ne montre pas, c'est-à-dire qu'on va trifouiller dedans pour montrer ce que l'on ressent, ce que le réel ne montre pas. Et donc, ça va être, c'est aujourd'hui véritablement le fondement de mon travail. Bon, il ne s'agit pas pour moi aujourd'hui, dans cette question du vivant, et c'est là où il y a une espèce de trajectoire qui doit être suffisamment solide et balisée, il ne s'agit pas de vouloir reproduire ce qu'on pense qui pourrait être le vivant au moment où les choses se développent. Ce n'est pas du tout ça. Il s'agit d'acquérir cette liberté pour à la fois me rapprocher du vivant. Je parle de l'homme, je parle du végétal, je parle de l'animal. Et ce sont tous ces éléments qui vont donner des espèces d'êtres assez curieux. Mais à la limite, ça m'est égal si ce ne sont pas des êtres. Aujourd'hui, je ne me préoccupe plus de cela parce que je sais que je suis installé dans quelque chose qui évoque le vivant, qui évoque la création. Et donc, cette liberté-là, je pense que je l'acquiers formidablement, tout simplement parce que je sens que j'ai rien qui puisse me retenir, je sens que cette liberté est là, et donc je navigue là-dedans. Alors, je ne sais pas sur quoi ça aboutira, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est cette expérience, c'est cette aventure artistique, parce que la création artistique ou la création littéraire, je pense avant tout que c'est une aventure libre. C'est une aventure libre qui nous permet, à un moment donné ou à des moments donnés, de faire apparaître, je dirais, des figures, des objets, tout ça et c'est là où la dimension poétique devient véritablement importante. Et je reste bien dans ce créneau poétique et dans ce créneau du sensible parce que j'ai vu beaucoup d'expositions à Paris récemment et il me semble que nous évacuons beaucoup aujourd'hui, les artistes évacuent beaucoup le sensible et le poétique. Ils sont fondamentalement liés, je dirais, au concept. Et je crois que je ne suis pas un artiste conceptuel du tout, bien qu'il y ait un certain nombre de concepts sous-jacents, mais la question fondamentale n'est pas là. Je ne suis pas comme Sol Lewitt, tous ces gens-là, par exemple, où on va vendre le concept et c'est le concept qui est l'œuvre. Non, on a besoin justement de cette matérialité, de cet objet physique qui nous met dans une espèce de relation et où c'est important aussi. La question de la représentation n'est pas importante pour moi. Je ne développe pas un travail de représentation. Je développe un travail où je fabrique, où je construis une œuvre, des objets, des choses qui apparaissent, mais où la question du sens n'est pas fondamentale. Parce que là non plus, je n'aime pas la primauté du sens sur l'objet d'art. Je crois qu'aujourd'hui, dans l'art contemporain, ce qui me semble plus important, c'est la question de la relation avec l'œuvre, c'est-à-dire à une certaine distance, l'œuvre
nous rencontre et nous rencontrons l'œuvre. Je crois que c'est Van Gogh qui disait que le paysage nous regarde. L'œuvre nous regarde aussi, et donc il y a cet échange-là. Et c'est dans cet échange justement que chacun fait son expérience du regard, chacun fait son expérience du sensible et son expérience poétique. Et donc chacun à construire face aux objets. J'essaie, en tout cas dans mon pays, les gens sont assez déroutés par cela parce qu'il n'y a pas du sens indiqué et que chacun a à construire son sens. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de savoir dans l'art contemporain, mais la nécessité de la relation avec l'œuvre me semble quelque chose de véritablement capital. Donc voilà, si vous voulez, grosso modo dans cette chose que sur le vivant, mais en même temps, il n'y a pas d'absence de lieu dans mon travail non plus. Je crois que c'est aussi très important. Il n'est pas un lieu dû à l'histoire, à notre histoire, mais il est dans mon lieu géographique, c'est-à-dire le milieu marin quelque part. Et toute la difficulté, c'est de ne pas renvoyer celui qui regarde dans les fonds sous-marins. C'est quelque chose d'autre, justement. Et je crois que toute la difficulté du travail que je développe aujourd'hui, c'est de faire des propositions qui ne nous renvoient pas, même si quelque part les choses reviennent dans une certaine intuition, mais cette intuition doit être maîtrisée, elle doit être analysée, elle doit être détruite, entre guillemets, pour l'apparition d'autre chose. Et c'est cette autre chose qui surgit, qui, à mon avis, fait la force et la nouveauté du travail que je propose véritablement aujourd'hui. Si vous avez des questions... C'est pas évident même si on connaît bien son travail, parce que je pense que tout discours sur l'œuvre ne peut jamais parler de l'œuvre. L'œuvre pratiquement s'autosuffit elle-même, mais en même temps, les uns et les autres, et même moi, j'ai besoin aussi de faire ce point avec ce qui surgit, et à mon avis, ce qui commande véritablement ce travail, parce qu'il y a bien quelque chose qui commande ce travail, il y a bien une direction, mais cette direction, elle n'est jamais définitive, parce qu'elle va, à un moment donné, elle va bifurquer à nouveau, ce qui nous permet véritablement de rebondir quelque part.